Un, deux, trois. La 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 la. La 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 la. On peut partir d'ailleurs d'un texte que j'ai lu, enfin, d'une interview sur la création justement et la transmission que j'ai lu il n'y a pas très longtemps de Henry Miller, Henri Miller pour le dire en français. Et c'est très intéressant parce que lui il disait que finalement le rôle fondamental de l'artiste ça devrait être de stimuler la création des autres. Et donc justement il trouve que c'est vraiment dommage et plutôt narcissique que les artistes insistent sur leur propre création, parce que c'est pas très intéressant finalement. Un artiste qui est très créatif mais qui ne qui met pas les autres dans un état créatif, pour lui il vaut pas grand chose. Et donc c'est pas la même chose. Et on peut apparaître extrêmement brillant et en fait ne pas l'être du tout parce qu'on ne fait briller que soi-même. Et c'est un peu comme le film de Philippe Barrière, quoi. Si tu cherches uniquement à briller, à faire briller l'autre, tu loupes l'essentiel. Parce que la vie, elle est pas, elle n'est pas, c'est pas un spectacle, une vie. Donc souvent on distingue justement l'activité de la création. Or, toute activité est créative, tout dépend de comment on la vit, justement. Et ça ne se voit pas, ça se vit. Tu vois. Alors, à partir du moment où on insiste, nous, et ça c'est depuis longtemps, sur la vision du monde, tu vois, on, on va considérer qu'un est créatif que c'est qui se voit. Par exemple, les gens peuvent être extrêmement créatifs dans leur rapport personnel et ça ne se verra pas. Les gens peuvent être absolument tyrans dans leur rapport interpersonnel. Prenons Aragon qui exploitait sa femme, avec qui Elsa et Aragon, c'était l'horreur. J'ai des témoignages là-dessus, et tu le sens aussi dans la manière dont Aragon en parle. Et en même temps, il tire de magnifiques ouvrages, des superbes poèmes de cette horreur. Est-ce que cette créativité est souhaitable? Donc après, il y a une autre question, c'est-à-dire comment nous-mêmes nous faisons séduire par un certain style de création. Le problème de la séduction. Aurore, on en parlait de la séduction tout à l'heure. La séduction, je ne crois pas qu'il faut être dans la séduction. Donc effectivement, une créativité qui ne soit pas séduction, ça c'est déjà très important. Et le terme même de créativité est un peu ennuyeux parce qu'effectivement, il sous-entend quelque part voilà, qui a créé d'un côté et faire de l'autre. Mais c'est comme travail. En fait, je pense qu'on a inventé le terme créer en même temps que le terme travail. C'est-à-dire de la même manière qu'il y avait une activité qui était aliénante et tout, il fallait qu'il y en ait une autre qui soit elle. Je peux mettre un petit truc? Tu m'excuseras avec Benoît, mais le problème il n'est pas là. D'abord, on peut très bien dire que travail c'est autre chose que travail. Que l'étymologie tripalium soit juste ou pas, Voilà. je m'en fous totalement. C'est le problème des linguistes. La question n'est pas forcément l'étymologie historique. Ils ont peut-être raison, je ne sais rien. Je n'ai pas les moyens de savoir, il faudrait étudier le dossier. Mais le problème, c'est ce que c'est devenu. Tu vois, c'est-à-dire si tripalium est une étymologie populaire, c'est-à-dire une étymologie qui est devenue l'étymologie acceptée par les gens, bah c'est celle-là qu'il faut considérer. Qu'elle ait voulu dire autre chose, moi je veux bien. Ça n'a pas grand intérêt. Effectivement, le fait de diviser, alors on dit même travail créateur, tu vois. Ouais. Alors je veux bien que d'une certaine manière, quand on ne fait pas de philosophie, on ne fait pas toujours de la philosophie. Moi, je parle de création aussi. Mais si on t'interroge vraiment, puisqu'on est en train de le faire sur le terme création, tu vois, j'aime bien discuter de cette notion et la remplacer par justement l'activité, le faire. Le faire en maya, par exemple, puisque le maya est une langue qui m'intéresse parce qu'elle est très différente du français et elle permet de voyager, justement, pour faire un petit clin d'œil à Benoît, d'une langue à l'autre, faire un travelling d'une langue à l'autre.
et faire désigne à la fois l'activité du chaman, donc c'est faire une action mythique, tu vois, comme l'activité de l'artisan. C'est la même. C'est la même. C'est le même mot. Armen, c'est un artisan et c'est un chaman. Tu vois, c'est le même mot. Et le terme travailler, d'ailleurs, meya est construit sur la racine fer, men. Les Chinois ont une distinction qui est intéressante. Ils ont le wu-wen, c'est-à-dire le non-agir. C'est-à-dire qu'ils différencieraient quelque part faire et agir. Non, on dit non-agir, je ne sais pas s'il faudrait traduire comme ça. Pour voir s'il y a la négation dans wu-wen, je ne suis pas sûr. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux manières déjà d'agir, et c'est vrai, il y en a plus que ça, mais c'est vrai qu'on peut se dire, et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une manière qui consiste à l'action, tu vois, l'hyperactivité, si je suis pas en train de faire des choses, je ne fais rien, il faut toujours avoir les mains occupées. Je me rappelle avoir souvent discuté avec des gens du peuple, entre guillemets, et qui me disaient, ma mère me disait toujours, faut pas lire, faut toujours avoir les mains occupées. Et quand je lisais, je culpabilisais, alors donc je lisais en tricotant. Tu vois, je me rappelle une nana qui me disait ça. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que c'est qu'un agir qui consisterait à ne rien faire? On ne fait jamais rien. Justement, alors, on a inventé dans notre société folle, moderne, le terme méditer. Tu vois, méditer, c'est vraiment un terme qui ne peut venir d'une société folle. C'est-à-dire que méditer, c'est tout simplement pour donner un sens au fait de ne rien faire. Mais parce que les gens n'arrivent plus à rien faire. Donc, comme ils n'arrivent plus à rien faire, il faut encore que quand ils ne fassent rien, ils l'appellent d'un nom particulier qui est méditer. Tu vois, alors, je médite. Ouais, tu vois. Bon, okay. Moi, je préfère méditer à compte d'auteur et publier des livres à ce moment-là. Mais donc, oui, c'est-à-dire, je veux bien s'ils ont besoin de ça. Hein, je suis devenu tolérant, un petit peu. Mais s'ils ont besoin de ça, oui. Ok, méditer, c'est précisément accepter qu'on puisse faire alors qu'apparemment notre action n'est pas visible. Bon, alors est-ce qu'on est créatif quand on médite? Très certainement, sauf que cette créativité ne se voit pas. Ouais. Et donc qu'elle n'est pas spectaculaire et qu'elle n'est même pas vérifiable. Ça devient compliqué. Tu vois, qui est juge de la créativité? Uniquement, je dirais, la personne qui crée. Et encore, elle peut très bien s'illusionner sur elle-même. Donc ça devient très compliqué. Tu vois. Et voilà, donc... oui, si tu élargis la créativité à faire, il y a énormément. Il y a beaucoup. Il y a tout, quoi. Enfin, voilà, et donc tout dépend après comment on vit les choses, quelle intensité, tu vois, on met ça, dans ce que l'on fait, et tout dépend de la joie. Hein, hier, avec Aurore, après avoir vu le film tu te rappelles, on a discuté le film de Philibert, là, qui est pas mal, quoi, mais il y a pas mal de lacunes aussi, comme je disais. Mais bon, c'est un bon film, pas être trop méchant, c'est son meilleur film, en tout cas, de ceux que j'ai vus. Mais qu'est-ce que c'est qu'être fou, tu vois? On ne voit pas bien dans ce film. Mais être fou, c'est d'abord souffrir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être fou si on ne souffre pas. Quelqu'un qui serait joyeux, il n'est pas fou. Il a trouvé une manière de vivre sa singularité dans la joie. Il ne peut pas être fou. C'est pas possible. On n'est pas fou quand on est joyeux. Tu vois, et quand je dis joyeux, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de moments où on est triste et des moments où on ne souffre pas. Ça veut dire qu'on est fondamentalement joyeux et pas fondamentalement souffrant. Et pas en apparence, c'est pas une posture. Exactement. Il y a la bière qui vous sépare. C'est un Il n'y en a plus de bière là. Moi, c'est Aurore qui m'a acheté cette bière. Bon, tout va bien. C'est le lien plutôt. Donc, effectivement, c'est important ça. Donc, alors, effectivement, un agir qui n'est pas créatif, c'est un agir qui viendrait pomper notre énergie interne, qui viendrait nous vider, en quelque sorte, et qui nous laisserait en quelque sorte exsangues, tu vois. Toujours les histoires de vampires, parce qu'il faut manger de l'ail, qui en sortirait de là vidé. Tu vois, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai créé, mais qu'est-ce que je suis naze », tu vois, non, il n'a pas créé, il s'est vidé, tu vois. Les gens qui travaillent ne sont pas des créatifs pour moi. Ils travaillent trop. Tu vois, moi, j'ai trop travaillé pendant très longtemps, donc effectivement, je n'étais pas vraiment créatif. Je m'imposais des tâches, tu vois. Et je pense que d'une certaine manière,
plus on avance et moins on s'impose. Pourquoi l'enfant est créatif? Parce qu'il ne s'impose rien, parce qu'il joue tout le temps. Et oui. Donc c'est effectivement, le terme qu'on cherche, c'est jouer, Merci. hein, fondamentalement. C'est super. jouer, c'est-à-dire que il y a le jeu, et plutôt que d'opposer travail et création, moi j'opposerais travail et jeu. Ouais. Tu vois, je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant. Mais c'est pas sérieux. Donc effectivement, c'est là où les gens disent ah, que je suis pas création, c'est mieux. Je suis joueur. Bon, tu vois. Mais parce que justement, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Je pense que d'abord, il n'y a pas d'artiste pour moi. L'artiste, c'est une posture, encore une fois, comme tu disais. Or, ça, je renvoie à une référence très précise, le texte sur l'apprenti sorcier de Bataille, que justement, Antonin a cité récemment dans un colloque sur le jeu auquel il a participé. C'est-à-dire que l'artiste, le scientifique et le politique sont trois manières de s'enfermer. Dire je suis artiste, je suis scientifique, je suis politique, je m'enferme dans une posture, dans un type d'activité qui me spécialise, qui me limite et qui m'empêche justement de m'ouvrir et d'être accessible à l'inconnu, de jouer. Ça m'empêche de jouer. Tu vois. Michaud disait quelque chose de très intéressant, Henri Michaud, Michaud mi-froid comme je l'appelle. Michaud, c'est un type que je trouve très intéressant. Je te recommande, si tu l'as pas lu, de lire Poteau d'angle. Ah non, j'ai C'est pas un lu. ensemble d'aphorismes très, très chouette. C'est Pascal qui me l'avait fait découvrir, Ah non. la maman des enfants, et mon ex, comme on dit aujourd'hui. Mais Michaud disait, parfois j'ai l'impression que quand j'écris, quand je fixe par écrit mes pensées, je suis paresseux. Parce que j'ai besoin de les fixer comme si j'étais pas capable de les vivre et de les retenir en moi. Si j'avais besoin de les écrire pour pas qu'elles s'échappent, tu vois, alors que je ne faisais pas l'effort de les garder. Tu vois, c'est pour ça que la mémoire, on parlait par rapport à la Sicile tout à l'heure, on en parlait, c'est notre premier outil, la mémoire. À la limite, pour faire un journal, on peut n'avoir besoin que de la mémoire. Et ça serait très intéressant de dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé le 4 avril 2013? Je ne sais pas. Mais peut-être devrait-on savoir. En ce moment, je suis en train de faire un petit exercice que j'ai appelé chronographie lente. En jouant sur chronographie lente et chronographie lente, où je me suis amusé à écrire des petits textes pour chaque année de mon existence, de 1955 à 2003. Donc un texte entre 4 et 15 lignes. Allez, au départ, je m'étais dit plus petit, mais parfois je suis plus grand. Donc, entre 4 et 15 lignes, pas plus, mais de mémoire. Je vais pratiquement chercher aucune référence externe, et parfois après je vais vérifier éventuellement, et je modifierai peut-être 2-3 petites choses, mais pour l'instant, je fais de mémoire, presque complètement. Et donc, c'est ma mémoire qui va essayer de me rappeler, donc non pas de tel jour, mais de telle année. Après, je fais des textes plus longs, mettons d'une page et demie sur des périodes de 5 ans, puis des textes de 3-4 pages sur des périodes de 10 ans. Mais voilà, la mémoire, c'est aussi une manière de se rappeler des choses. La parole, sans l'enregistrer, bon là tu l'enregistres, libre à toi, mais la parole sans enregistrement, c'est intéressant aussi, parce que c'est une parole filante, une parole errante, une parole qu'on accepte qu'elle soit présente dans nos mémoires. Là, on est trois, donc ça suffit pour qu'une parole circule, sans forcément qu'on ait besoin de l'enfermer, tu vois, dans une mémoire morte, si je puis dire, tu vois, c'est-à-dire une mémoire électronique, une mémoire externe. Je pense que cette notion de créativité, il faut vraiment la remettre en cause. Je pense qu'elle est vraiment liée aux langues modernes et au mode de pensée moderne, comme beaucoup de choses qui apparemment nous enthousiasment. Vive la création, vive le corps. Bon, c'est pareil, le corps ça n'existe pas. Dans la plupart des langues, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de notion de corps. Il n'y a pas cette notion d'un corps indépendant de l'esprit, c'est une aberration pour la plupart des cultures. Et nous, on ne pense que par le corps. Et on dit, on retrouve le corps. Mais non, on ne le retrouve pas, on l'invente. Il n'existait pas. Et quand on invente le corps, on invente quelque chose qui est amputé de l'essentiel. On dit, les choses sont dans la tête. Mais non, la pensée n'est pas dans la tête. Notre mental peut être aussi bien dans nos pieds, et on peut avoir un mental qui nous empêche de vivre dans nos pieds, tout aussi bien dans notre tête. C'est absurde de dire que le mental est dans notre tête. La guérison, d'ailleurs, le fait de soigner qui te concerne aussi
est un acte de créativité. Et les femmes avec qui on parle au Yucatan sont assez claires là-dessus, quoi. Ça demande une créativité, une invention, d'inventer quelque chose. Tu crées quelque chose avec la personne et surtout tu dois être persuadé que tu vas l'aider à recréer la santé qui est en lui. Et c'est créatif. Je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, et donc peut-être que aider les gens à, entre guillemets, créer, si on conserve ce terme, aider les gens à être présents dans ce qu'ils font, aider les gens à être joyeux, aider les gens à ne pas se vider quand ils agissent. Voilà, on peut décliner, tu vois, ce terme créé de différentes manières. C'est les faire prendre peut-être conscience de leur manière toxique de faire, toxique pour eux et pour les autres. C'est-à-dire, il y a un travail de guérison, donc effectivement, à faire sur notre faire. Voilà, Ouais, aider les gens c'est peut-être les Prendre faire conscience comprendre de comment ils ça. se font vides, comment ils se vident. Bon, ça, je laisse. Parler de toxicité aussi. Voilà. Et donc il faut d'abord qu'ils se guérissent, hein, et qu'ils fassent leur auto-sociologie, c'est-à-dire qu'ils essayent de réfléchir de quelle manière ils se vident au lieu de se remplir, pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils souffrent, tu vois. Donc on est en plein dans la guérison là. Et c'est ça les aider à créer, parce que créer, et souvent, si on a comme idée que créer, c'est voilà, se mettre au travail, et donc faire des efforts, et voilà. Ben, non, comme hier dans le film là, ah là, vous êtes extrêmement tranchant là, ting, 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 Ouais. ting, tu vois. C'est un des moments les plus beaux du film. Et le mec il dit comment, bah oui, vous dites ceci, cela. Ouais, c'est vachement bien. Créer, c'est fluide, tu vois, et c'est pas, ouais, je suis structuré. Oui, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas structuré, il peut être vide, mais il peut aussi ne pas être vide du tout. C'est pas forcément l'absence de structure que je déplorerais. Là, on pourrait dire beaucoup de choses sur la notion de structure d'ailleurs, mais je la garde comme ça provisionnellement. Mais ce que je déplorerais, c'est que la personne soit perdue. Si elle est perdue, là c'est gênant. Mais quelqu'un qui effectivement serait un véritable nomade de la pensée et de la vie, on peut très bien imaginer quelqu'un qui pourrait être heureux dans un cadre flottant, sur une péniche par exemple. Et si son cadre est flottant, pourquoi pas? Mais il faut qu'il soit cohérent. C'est ça. Quelque part, il faut qu'il y ait une cohérence, ça c'est C'est vrai. sa structure. là. Il faut errer avec les autres, cohérence. Donc si tu veux, je m'amuse là, mais si tu veux, il n'y a pas d'étymologie, mais si tu veux, Le jeu d'abord. voilà, voilà, il y a pas, tu vois, c'est pas, c'est pas nécessaire de structurer quelque chose pour que ça joue. Au contraire, le jeu, il y a différentes formes de jeu, bien sûr. On peut avoir un minimum de règles, mais vraiment un minimum, tu vois. D'ailleurs, Antonin, en ce moment, mon fils Antonin qui fait des jeux, il essaye de faire des jeux avec de moins en moins de règles. Ou à la limite, il n'y a même pas besoin d'expliquer les règles sont évidentes. C'est-à-dire que il réfléchit en ce moment à cette forme de jeu où tu n'as pas besoin d'écrire des règles, où les règles sont là. Son dernier jeu Focus là, qui marche du feu de Dieu, il en a vendu 3000 en 2 jours. Ils sont déjà en train de faire un retirage 5 jours après qu'il soit sorti. C'est énorme, tu vois. Et c'est un jeu tout simple. Ouais. T'as pratiquement pas besoin de l'expliquer. Tu le trouves tout de suite. Tu dis 2-3 mots et c'est parti. Et donc, et à la limite, on pourrait imaginer un jeu où il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est d'ailleurs ce vers quoi il tend. Et donc là, tu vois, la règle s'efface. La règle s'efface parce qu'elle est inhérente. C'est un principe. Justement, on était en train de discuter avec les enfants d'Aurore, Loulou et Yaïm, des règles. Et alors, Loulou, elle hurlait, disant « Je veux pas de règles ». On a dit « Ah ben, on va mettre des principes. » Alors, principe, ça lui allait mieux. Ça, apparemment, c'est ton avis, Benoît aussi, il aime bien le mot principe. Mais une règle n'est... Alors, on peut enlever, justement, on peut trouver un autre terme. Mais justement, pour moi, une règle, elle doit être minimale. Donc, je parlais de règles du jeu, hein. Elle doit exister, mais elle doit être un minimum, et elle doit pouvoir s'effacer. Mais pour pouvoir s'effacer, il faut qu'elle ait été posée. Hein, c'est-à-dire que pour pouvoir dire ce jeu n'a pas de règles, il faut que ce jeu ait été conçu. Et quand il a été conçu, il y a des règles implicites. Tu vois, là, on pose des règles et après, il n'y en a plus. C'est-à-dire que la règle, c'est, voilà, je parle. Et nous nous écoutons, mais parfois, je peux
donner la parole à Aurore qui, hop, entre dedans, ou tu C'est peux bien vu que t'as m'interrompre. voulu changer les règles du jeu, ça m'a bien plu. Et voilà. Comme je sais que ça peut te plaire, je le fais. Il est un peu fou, Si- mais il si- le sait, ça va. Si j'avais affaire, je sais pas moi, à un réalisateur d'Arte, je ferais pire. Tu vois. Parce que là, je dirais, ah ben, je peux faire comme je veux. Mais bien sûr, monsieur. Je commencerai par renverser ma bouteille, je la casserai, je dirais, ah, vous avez bien filmé, Sur la hein. caméra. Ça faisait partie de l'interview, ça. Baptême. Ah non, si vous mettez pas ça dans l'interview, je refuse, même pas. Bon, non, parce qu'il ne s'agit pas de couper. Et puis après, je dirais, bah tiens, Aurore, tu viens t'asseoir là, moi je me mets là-bas, vous me filmez hors champ. Et je parle, mais vous ne filmez que Aurore. C'est un plus Et bas. quand Aurore parle, vous me filmez moi. L'éducation. Alors déjà, pareil, tu vois, c'est toujours le problème des mots. Moi, je parle jamais d'éducation, je parle d'inducation. J'ai lu. Ah, Inducation. Inducation. Pourquoi? Parce que là aussi, même si on peut discuter sur l'étymologie, mais pour moi, éduquer, c'est exducere, conduire hors de soi. Ok, Induquer, c'est inducere, conduire à l'intérieur de soi. excellent. Et donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est... Elle dit excellent comme toi, c'est remarqué. Bah c'est beau, c'est Ça beau. fait mimi. C'est beau, je vois pas souvent. C'est pas si souvent. On n'a pas eu le temps de se mimiquer. Et donc voilà, donc conduire les gens à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est ça qui est important. Ce mot. Non, c'est moi qui l'ai d'accord. inventé, Mm. mais je te le donne. Excellent. Je suis fier de l'avoir inventé. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a inventé. D'ailleurs, ça m'est arrivé parfois d'inventer des mots et de trouver que quelqu'un d'autre l'avait inventé avec moi. Par exemple, j'avais fait l'opposition exprimer, imprimer. C'est un peu la même chose. Et je disais, avant d'exprimer, il faut imprimer. Et dans les rêves, on imprime et on exprime après. Même chose dans les vécus mythiques. Et donc, il ne faut pas confondre l'expression et l'impression. Ouais. C'est pour ça que normalement, une impression ne peut pas être fausse dans des places à Verlaine. Parce qu'une impression est toujours juste, même si, quand on l'écrit, elle peut prendre une allure de fausseté. Verlaine, ce qu'il fait, c'est qu'il exprime une impression fausse. Il exprime, mais ce n'est pas une impression fausse. Tu connais ce poème de Verlaine, Non. Impression fausse? Tu le Lira. connais par cœur ou- Je crois que c'est Dame souris-trotte. Rose dans le gris du soir. Dame souris-trotte. Il fait noir comme un afou. Dame souris-trotte. Tiens, le petit jour. Debout, paresseux. Bon, j'ai fait version courte. Hein. Pour les mots. Mais ça, c'est vraiment Verlaine, quoi. Il y a Excellent. un petit côté très. Tu vois. J'ai pas fait exprès. Excellent. T'as vu, il a dit au moins 4 fois. Autocensure. Et donc voilà, donc c'est très important déjà parce qu'effectivement, moi je pense que tous les gens devraient avoir des enfants quand ils le peuvent et quand ils le souhaitent, bien sûr, mais c'est d'abord avec ces enfants, je pense qu'on se pose vraiment la question de la transmission. Parce que pour moi, je suis un adepte de Lyot de Mos, voilà un autre monsieur que je convoque, Lyot de Mos. Tout le monde connaît Lyot de Mos, bien sûr, donc je ne Moi. développerai pas. Personne ne connaît Lyot de Mos, rassure-toi. Non. Il a fait ce qui s'appelle les essais de psychohistoire. C'est d'ailleurs un cas intéressant parce que c'est un cas d'invention simultanée d'un concept par un auteur de science-fiction et par un auteur scientifique. Asimov aussi a créé la psychohistoire en même temps que le de Mos. Et donc la psychohistoire, c'est justement un esprit d'histoire par la psychologie. Et lui pense que la raison pour laquelle l'histoire se répète et pour laquelle la plupart des sociétés humaines tombent dans les mêmes travers, c'est que on ne transmet pas à nos enfants. Et que c'est donc le gros problème, c'est que les enfants sont exploités depuis les origines et qu'on n'a jamais cherché à faire une société qui serait basée sur la liberté de l'enfant et sur moi ce que j'appellerais l'éducation, si tu veux. Et toutes les sociétés, d'une manière ou d'une autre, font de l'enfant un adulte en puissance et ne respectent pas cette caractéristique fondamentale qui est le fait que l'enfant est quelqu'un d'absolument extraordinaire et qu'il met en cause immédiatement et directement le progrès. Le progrès apparaît comme un mythe parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, les adultes sont ratés. C'était des enfants magnifiques et ce sont des adultes ratés. Il est très rare qu'un adulte soit à la hauteur de son enfance. Donc effectivement, le de Mos explique ça. Et c'est très intéressant dans un essai superbe sur l'enfance. Et donc j'avais déjà commencé à travailler sur ces questions, mais je découvre ça dans les années 20. Quand j'avais 20 ans, ouais, dans mes années 20. Bientôt tricentenaire. J'ai lu ça dans les années 20
et 1820. Hein. Et donc, et donc ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais, Parce que, ouais, j'en discutais d'ailleurs avec Louis XIV déjà. Hein. Mais, mais ça m'a beaucoup marqué parce que je trouve que ça peut expliquer pourquoi on a vraiment l'impression qu'on n'en sortira jamais. Mais oui, mais donc c'est pour ça qu'on devrait d'abord consacrer tout son temps avec nos enfants. Moi j'ai toujours dit, et là vous m'excuserez de la contradiction, mais celui qui ne se contredit pas, c'est qui ne veut pas le voir. J'ai considéré que éduquer mes enfants, c'était mon premier travail. J'ai toujours dit ça. Parce que, et le gros problème que nous avons, c'est que la plupart du temps, les enfants ne sont pas éduqués par les deux parents, ne sont pas éduqués par les deux parents. C'est souvent les mères qui éduquent très mal leurs enfants, disons-le, mais elles les éduquent très mal parce que les pères foutent que dalle. Donc il faut le dire tranquillement. Une fois que j'ai dit ça, les pères jubilent. Ouais, c'est vrai, les mères, elles très mal. Ouais, les pères foutent rien, c'est pire. Bon. Aucune créativité, les gars. Donc si tu veux, je veux dire, voilà. Mais c'est vrai. Donc on devrait d'abord faire ça. Parce qu'une société sans enfants, c'est une société qui meurt. Elle n'existe plus. Si on décide aujourd'hui de ne plus faire d'enfants, demain il n'y a plus de société. Donc soyons clairs. Je veux dire, c'est d'abord à nos enfants, qu'ils soient les nôtres par le sexe, par le sang, par l'os, par ce qu'on voudra, ou qu'ils soient adoptés, peu importe, on s'en fout. Mais c'est d'abord nos enfants, les enfants qui sont autour de nous, à qui nous devons transmettre. Donc on ne doit pas transmettre ailleurs, on doit transmettre d'abord chez soi. C'est pour ça que c'est très important. C'est bien de voyager, mais il faut aussi travailler chez soi. Tu vois, on peut pas uniquement voyager. Si on fait que voyager, c'est pour ça que j'ai toujours fait des allers-retours. Je me suis jamais resté chez les Mayas, mais j'ai fait des allers-retours. Parce que c'est ça qui est important. C'est l'aller-retour. C'est dans l'aller-retour que les choses se construisent. Dans la culture maya, il y a quelque chose avec ça? Alors justement, il faudrait en parler avec Roméo, parce qu'il a beaucoup travaillé avec les enfants là-bas, mais on a écrit ensemble un petit texte récemment là-dessus. Hein, donc je peux te le... Je ne te l'ai pas envoyé? Non. Ah bon, j'ai oublié, bon, je vais te l'envoyer. Ça s'appelle Tabi, un village maya au cœur du monde. Okay. Et j'en ai envoyé à un certain nombre de personnes, je vais te l'envoyer toi. Et il y a toute une partie sur l'enfance là-dedans. Et Roméo a fait une chanson sur les enfants de là-bas, qui s'appelle Les enfants de là-bas, les enfants mayas. Ça, je vais peut-être écouter par contre. Et il y a vraiment quelque chose chez les enfants mayas qui est très différent de chez nous, mais effectivement, il y a une rupture. Dans la société maya, comme chez nous, ça se casse. Tu vois, ça se casse. Et chez la seule personne chez qui ça ne se casse pas, c'est l'enfant ravi, c'est-à-dire l'enfant qui est ravi par les ancêtres et qui devient un mène, c'est-à-dire que l'ancêtre transmet à l'enfant le savoir du mène. Et donc c'est lui qui l'initie, l'ancêtre initie l'enfant à devenir un mène, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait y faire, comme on dit, qui sait faire, qui sait y faire. Dans notre vieux français populaire, ah, celui-là, il sait y faire. Celle-là, elle sait y faire. Le corps, alors, du coup, chez les Mayas, non? Bah, je t'expliquais que pour moi, le corps, c'est un concept ethnocentrique. C'est pas un terme en langue maya, il n'y a pas de terme pour corps. Dans beaucoup de langues, il n'y a pas de terme pour corps. Je te conseille un excellent article là-dessus, qui est l'introduction à un numéro spécial d'une revue, je ne me rappelle plus le nom de la revue, mais ça s'appelle Le Corps des Dieux. Okay. Je crois que c'est Vernant. Comment il s'appelle? C'est pas Marcel, non, c'est Marcel Détienne. Et Vernant. Ah, Vernant, je vois, Jean-Pierre. Jean-Pierre Vernant, voilà, il est très connu. C'est Jean-Pierre Vernant qui a fait cet article sur justement. Et il donne cet exemple d'un ethnologue, un pasteur, Linhart, mais pas le Linhart d'établi, mais un autre Linhart, et qui a fait un excellent livre sur les Polynésiens qui s'appelle Dokamo. Et dans Dokamo, il met en scène un dialogue avec un Mélanésien et il dit alors, qu'est-ce que nous vous avons apporté, nous les Blancs? La notion d'âme, peut-être. Alors il part d'un grand éclat de rire. Il dit non, la notion d'esprit, d'âme, on connaît. Ça, c'est vraiment. Non, mais alors là, quelque chose de complètement nouveau, c'est le corps. Ça, on ne connaissait pas du tout. il commence avec cette citation de Linhart et elle est très intéressante comme citation, parce que justement, elle fait réfléchir. Et donc, sur le corps ne va pas de soi du tout. Si tu veux, c'est le problème du dualisme. Les conceptions de la personne, hein, de l'être humain, ne sont pas duelles. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre l'esprit. Il y a plutôt une conception multiple, de l'unité multiple. Donc, c'est l'idée d'un pishan qui s'appelle l'enveloppant. Et ce pishan est composé de 13 parties
n'est-ce pas? Donc chacune de ces parties, alors une partie de ce savoir a été perdue d'ailleurs, hein, mais chacune de ces parties devait probablement correspondre à des choses précises. On est composé aussi de 365 os, autant que de nombre de jours. Et donc tout cela constitue l'être humain, et l'être humain, lorsqu'il perd, il perd progressivement, il est voué à perdre une partie de cela. Quand il tombe malade, et puis quand il meurt, c'est qu'une partie de son pichan est partie ailleurs, et donc le reste doit suivre. Et donc il part pour un autre monde parce que son pichan s'est désintégré. Donc c'est cette idée d'une sorte d'unité multiple où tu dois tenir ensemble toutes ces parties, et que tu restes en vie tant que tu as un assez grand nombre. On retrouve cette notion de Goodenough chez Winnicott. Suffisamment bon. Quand il y a un suffisamment grand nombre de parties qui sont encore là, tu restes vivant. Dès qu'il y a un nombre significatif de parties qui sont en péril ou qui sont en partance, tu tombes malade. Et donc, dès qu'il y a un nombre suffisant de parties qui s'en vont, tu meurs. Tu vois, voilà. C'est ça un peu l'histoire. Et tu as effectivement des sièges indépendamment de cette multiplicité, tu as aussi des sièges où se concentrent les énergies. Bon, en Inde, c'est les chakras, mais au Yucatan, tu peux avoir le foie, le cœur, la tête. Mais moi, j'aurais tendance à penser qu'au Yucatan, on a vraiment très, très, très fortement cette idée du 13, hein, des 13 parties, qui ne sont pas forcément localisées, mais qui renvoient à cette notion de multiplicité. Et dans les 13, il y a l'environnement, enfin je sais pas, la nature en général. La personne, elle n'est pas séparée de son environnement. Voilà. Quand on soigne une personne, on soigne aussi son environnement, on soigne sa maison. Arrêtez de vouloir créer, arrêtez de vous imaginer qu'il y a un moment où vous créez, un moment où vous ne créez pas. Ouais. Voilà. Arrêtez d'être duel. Quelqu'un m'a parlé de la question, il disait comment être original. En n'essayant pas de l'être. Ouais. On peut dire ça comme ça, c'est une manière un peu provocatrice, mais c'est vrai. C'est-à-dire que être original, c'est pas simple parce qu'elle demande d'oublier ce qu'on apprend, et ce qu'on a appris. Donc, comme on est éduqué, être original, c'est revenir non pas à soi, mais à tous ceux qui ont existé avant nous et qui font qu'on est ce qu'on est. Et arriver à les prendre avec tout ce qu'ils sont, ce qui n'est pas facile. Hein. Donc c'est sûr que là, il y a souvent un travail, parce que c'est une grande souffrance quand on a la chance ou la malchance d'avoir des parents toxiques. Il va falloir faire un travail. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Oh là là, la coquille Le rouge. client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en murmurant sa cloche. Je sais pas où il est passé. Hein? Ah, c'est Red Jenny Arthur, là-dessus, pour ça. où t'as mis le corps quand c'était crié un cœur? Ben, je sais plus où je l'ai foutu les mecs. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je ne me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. La soupe, On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh. Arthur, où t'as mis le corps? S'écriait l'inspecteur. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui. Allons mes
les enfants, votre copain Arthur, vous l'avez omis. Hein? Les enfants. Votre Voilà quoi. bon petit directeur. Ton corps, je veux plus de corps. Dirais-tu du cœur? Bolotte les gars, rebolotte et 10 dedans. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Paradis. 1 minute sur la mort. C'est joli. Alors j'ai fait l'émission entière, France Culture sur la Ah mort. bah oui, alors Je tu t'y m'enverras renvoie. le lien. Je veux bien. Je veux Mais bien. la mort, c'est pas un gros mot, la mort, ça s'appelait comme ça. La mort n'est pas un gros mot. Ok, très bien. Bah, la mort, c'est une invention récente. Hein. C'est comme le corps. On est mort à partir du moment où on est dans la dualité. Maintenant, bien sûr qu'il y a quelqu'un qui s'appelle moi qui meurt, mais est-ce que moi, ça peut exister sans toi? Pas vraiment. Voilà. Eh, merci Michel. Je vais couper. Merci Aurore. C'est cool. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en murmurant: Sa cloche, je sais pas où il est passé. Hein, Arthur? Où tu as mis le corps? Qu'on s'est écrié en chœur. Bah, je sais plus où je l'ai foutu, les mecs. Arthur, réfléchis, non de là, ça a une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on l'a trouvé moins bonne. On a loupé un tournant, on se retrouve en plan au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bas. Ouh, oh, oh,